La notion d'énergie est une notion qui peut paraître très simple. On en parle beaucoup dans les médias, on y attache beaucoup d'importance, à la fois sur le plan financier et à la fois sur le plan politique. Mais en réalité, c'est une notion qui reste très floue. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que c'était que l'énergie? Je te laisse réfléchir 2 secondes à ça. Qu'est-ce que c'est que l'énergie au fond? Tu vois qu'apporter une réponse à ça n'est pas évident. C'est donc l'objet de cette séquence-ci. Je vais tout simplement introduire l'énergie pour te familiariser avec cette notion. Qu'est-ce que l'énergie au fond? Eh bien, pour répondre à cette question, rien de tel que de commencer à réfléchir à des exemples bien pratiques. L'énergie, c'est quelque chose qu'on peut vivre dans la vie de tous les jours au travers de l'effort musculaire. Si on prend un vélo en montée, par exemple, indéniablement, on dépense de l'énergie. Si on porte de lourdes charges et qu'en plus on monte un chemin, et comme ce porteur ici, clairement, on dépense de l'énergie. Quand on monte un escalier, c'est encore plus évident. Quand on pétrit de la pâte, c'est un effort différent ici, mais clairement, pétrir de la pâte n'est pas une chose évidente. Clairement, on y met de l'énergie. De même que pour laver le linge ou faire le ménage, quand on balaye les saletés ici avec une balayette, on dépense aussi de l'énergie. Alors, bien sûr, le point commun de tous ces exemples, c'est l'effort musculaire, c'est-à-dire que c'est la notion de force qui est prédominante dans tous ces exemples. Quand on exerce une force, eh bien, on dépense de l'énergie. Ça, c'est donc une première approche de la notion d'énergie. Mais si on y regarde de plus près, il y a autre chose que les forces dans ces exemples. Si je reprends l'exemple du porteur ici, il est en train de porter une charge importante, la flèche rouge ici représente la force qu'il exerce, et en même temps, il est en train de monter un chemin ici, il se déplace. Je peux prendre le cycliste, qu'est-ce qui se passe avec le cycliste ici? Il exerce une force ici vers le bas, avec les muscles de ses jambes. Dans quel but? Forcément dans le but de se déplacer. Si on prend l'escalier, c'est évident, quand on prend un escalier, on exerce des forces sur ses jambes dans le but forcément d'avancer, de monter. Pour pétrir la pâte, c'est la même chose. On exerce une force avec ses bras et ses mains pour déformer la pâte, c'est-à-dire pour obtenir un déplacement, bien sûr. Et on peut comme ça multiplier les efforts. Pour la lessive, c'est très très proche du fait de pétrir la pâte ici. Ce sera la même chose, on exerce une force dans le but d'obtenir un déplacement. De même que pour les poussières, on exerce une force ici sur la balayette de manière à ramener les poussières. Et donc on voit que l'énergie combine en réalité force et déplacement. Donc l'énergie, elle semblerait due à des forces et des déplacements quand on regarde toutes ces expériences. Et puis là, si on réfléchit un petit peu, on se dit peut-être que non. Peut-être que les forces toutes seules suffisent pour obtenir de l'énergie. De nouveau, on va prendre un exemple dans la vie de tous les jours. Je vais prendre l'exemple d'une masse, d'un certain poids qu'on porte donc avec un bras. Je vais représenter donc une masse ici que je vais porter ici avec mon bras, et clairement, quand je fais ça, j'ai l'impression de me fatiguer, bien sûr. Admettons que ceci soit un poids de 10-15 kg, je ne vais pas tenir longtemps. Je ne vais pas tenir longtemps, pourquoi? Parce que cette masse est dans le champ gravitationnel terrestre, c'est-à-dire qu'elle subit une force. C'est la flèche mauve qui vient d'apparaître là, c'est son poids. Et pour que cette masse ne bouge pas, forcément, je dois compenser ça. Il faut que la force totale qu'elle subit soit nulle, c'est-à-dire que moi, je dois exercer la force exactement opposée à son poids. Et ça, je le fais avec mes muscles, avec mes biceps, avec mon biceps ici. Voilà. Et donc, il n'y a pas de mouvement ici. Et pourtant, je suis en train de dépenser de l'énergie. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai l'impression de dépenser de l'énergie alors qu'il n'y a pas de déplacement, c'est tout simplement dû au fait que mon muscle est un dispositif qui n'est pas parfait. Je vais représenter ce qui se passe ici en me retirant. Voilà ce qui se passe. On a un dispositif ici qui, à la base, est un dispositif qui est souple. C'est un muscle. Ce n'est pas rigide, un muscle. Il ne devient rigide que s'il est en contraction. Et comme ce n'est pas un dispositif parfait, pour obtenir cette contraction, il faut dépenser de l'énergie. Donc il y a ici des composés organiques qui sont consommés ici, des sucres. Je vais passer les détails ici, mais tu peux bien imaginer que forcément, il y a de l'énergie qui est dépensée pour garder cette contraction. Mais si on pourrait très bien remplacer ici ce muscle par autre chose, je pourrais mettre un support rigide ici
qui n'a pas besoin de consommer de l'énergie pour rester rigide, justement comme un muscle. Je vais par exemple proposer ici un support, je dépose la masse ici sur ce support, et à ce moment-là, le résultat est le même. Il est clair que cette masse a toujours son poids, et que c'est maintenant le support qui joue le rôle de mon bras. Voilà le support qui exerce la force vers le haut, de manière à ce que la force totale que subit ce poids ici est tout simplement nulle, et donc il reste au repos là. Et là, clairement, on voit que la force est toujours exercée, mais il est clair que cette force est exercée, cette fois-ci, sans la moindre énergie. La preuve, c'est que cette situation ici, elle peut durer jusqu'à la nuit des temps, elle va rester comme ça, il n'y a absolument pas de consommation d'énergie. On peut comme ça donner un autre exemple. Quand j'appuie sur un mur, par exemple, ici avec ma main, de nouveau, j'aurai l'impression que la force que j'exerce ici sur ce mur me demande de l'énergie. Mais ça, c'est simplement parce que cette fois-ci, c'est mon triceps qui doit se contracter. Mais ça, je peux forcément le remplacer. La force qui est ici, je peux la faire exercer en mettant une masse, par exemple une grosse poutre en bois ici, qui exerce la même force que moi. Forcément, il ne lui faut pas d'énergie. Ceci est un dispositif qui est capable d'exercer une force en l'absence d'énergie. La conclusion, donc, c'est que une force toute seule ne suffit pas pour avoir de l'énergie. J'espère que ceci est bien clair. Si on a l'impression qu'on dépense une force ici, c'est parce que notre muscle n'est pas un dispositif parfait, il n'est pas rigide. Pour le rigidifier, il faut dépenser de l'énergie. Voilà. Donc, l'énergie ici, fondamentalement, nécessite force et déplacement. L'énergie résulte de force et de déplacement. Alors on va regarder ça d'un peu plus près maintenant. Voilà donc la force et le déplacement de notre porteur ici. Et quand on analyse ça, qu'est-ce qu'on fait en fait dans la société? En général, on essaye de s'aider de machines. On ne fait pas ça tout seul avec la force musculaire. Il y a des engins qui vont effectuer ça pour nous. Et à ce moment-là, on va voir que l'énergie prend une autre forme. Par exemple, ici, pour monter une charge, pour transporter une charge lourde, on peut par exemple utiliser une voiture, on peut aussi utiliser un camion, ou bien un train, ou un bateau encore, où là les charges sont énormes. Et les déplacements peuvent être très très longs, on peut traverser les océans avec de telles charges. Il y a donc beaucoup d'énergie qui est dépensée. On peut également faire le transport dans un avion. Un avion, ça représente une masse assez considérable, il y a une force importante qui est dirigée ici vers le haut. C'est la combinaison de la force fournie par les réacteurs et de la portance des ailes ici qui va élever cette masse dans les airs, et qui dit élevé, dit forcément mouvement. Il y a de nouveau combinaison de force et de déplacement. Il y a toujours de l'énergie dans ces exemples. Alors on peut comme ça prendre d'autres exemples. Là c'était pour le déplacement de charge, mais également pour se déplacer soi-même, on peut remplacer l'effort musculaire par celui d'une machine. Quand on doit monter en haut d'un grand bâtiment, qu'est-ce qu'on fait? On prend un ascenseur qui va fournir la force qui permet de compenser notre poids. Et cette force, donc, va nous permettre de nous déplacer. Bien sûr, la cage d'ascenseur ici va monter pour obtenir un déplacement. C'est une machine qui effectue donc l'effort à notre place et qui donc, en principe, va dépenser l'énergie à notre place. C'est la même chose pour pétrir le pain. Il existe des pétrisseuses électriques dans lesquelles la pâte est pétrie grâce à un mouvement rotatif. Ici, on a une force rotative et un mouvement rotatif qui l'accompagne, bien sûr. Et ce sera la même chose pour la lessive ici. La lessive peut être faite en machine, de nouveau, avec un mouvement rotatif, une force ici rotative. Pour le nettoyage, plutôt que d'utiliser une balayette, on peut utiliser un aspirateur. Alors ici, ça paraît être un dispositif très différent de la balayette, mais de nouveau, on retrouve la notion de déplacement et de force. Ici, on a un moteur à l'intérieur qui va créer une force d'aspiration qui va provoquer donc l'aspiration elle-même, c'est-à-dire le mouvement. Force et mouvement, force et déplacement sont de nouveau ici présents. Et donc voilà, tout ça pour dire que l'énergie a pour origine la combinaison de force et de déplacement. C'est vraiment les deux notions qui sont centrales à la notion d'énergie. Et puis on prend d'autres exemples et on réfléchit un petit peu et on se dit que non, il existe d'autres formes d'énergie. Si je prends le fer à repasser ici, ou le chauffage électrique, on a du mal à y voir des forces et des déplacements. C'est de l'énergie qu'on obtient ici, qui est de l'énergie calorifique, c'est de la chaleur. Qu'est-ce que la chaleur a à voir avec des forces et des déplacements? En principe, il n'y a rien qui bouge dans un fer à repasser, ni dans un radiateur. Mais quand on regarde les choses de plus près, on voit qu'à nouveau, il y a force et déplacement.
Hein, ce qu'on fait pour chauffer à partir de l'électricité, on utilise des câbles tels que des câbles de cuivre par exemple. Alors je vais représenter un câble de cuivre ici en un peu plus grand. Qu'est-ce que c'est du cuivre? Eh bien, ce sont tout simplement des atomes de cuivre qui sont mis les uns à côté des autres, et il se fait que les atomes de cuivre, quand ils sont mis ensemble, ils libèrent des électrons. Les électrons des atomes peuvent être libérés, et donc ils sont libres de bouger comme ils veulent. Et donc un courant électrique, c'est tout simplement un passage d'électrons, comme ceci. L'électron traverse le câble ici, le câble n'est pas interrompu bien sûr, hein, ça continue, ça tourne en circuit comme ça dans les câbles électriques, hein, qu'on branche donc à la prise électrique pour brancher le chauffage ou bien le fer à repasser. Alors on pourrait se demander où se trouvent les forces et les déplacements là-dedans. Justement, je vais te montrer que ce mouvement des électrons crée de la chaleur à partir de forces et de déplacements. C'est ce que je vais faire maintenant. Voilà un fil de cuivre vu de très très près. On voit les atomes de cuivre ici qui ont libéré leurs électrons. Je montre un électron ici. C'est un électron qui compose donc le courant d'électrons qui passe ici. C'est le courant électrique. J'ai mis ici en évidence un des atomes parce que c'est l'atome qui va subir un choc ici de l'électron qui bouge pour former le courant électrique. Alors voilà, cet électron arrive ici, et forcément un choc, qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien d'autre qu'une force, bien sûr, une force qui va résulter en un déplacement. Alors l'atome de cuivre ici, il va bouger, mais comme il est lié aux autres atomes, il ne va pas aller bien loin, il va juste se mettre à vibrer. Et puisqu'il est en liaison, il est en contact, je dirais, avec les autres atomes de cuivre, eh bien, cette vibration va être communiquée ici aux atomes voisins. Hein, voilà comment ça va se passer. Ce déplacement ici va résulter en une vibration qui va se communiquer de proche en proche. Voilà comment ça se passe. Hein, cette vibration ici est communiquée de proche en proche, comme ceci, finalement, à tout le fil de cuivre. Et cette vibration, cette agitation qu'on voit apparaître, elle est maintenue en permanence par le courant électrique qui est composé des électrons que tu vois passer comme ça régulièrement, qui entretiennent donc cette agitation. C'est ce qu'on appelle l'agitation thermique. Et l'agitation thermique, c'est la chaleur. Si on touche un fil de cuivre avec les atomes qui s'agitent comme ça, on se brûle, tout simplement, c'est de la chaleur. Et donc on voit que même la chaleur résulte d'une combinaison de force et de déplacement. C'est de l'énergie. C'est de l'énergie dans ce cas-ci, qui est de l'énergie calorifique, représentée ici par les petites vagues qui représentent la chaleur. On se brûlerait ici si on touche le fil de cuivre ici à l'intérieur du radiateur ou du fer à repasser. Voilà. Alors, maintenant on pourrait se dire, d'où vient cette énergie? L'énergie des électrons là, qui passent pour chauffer le câble, elle doit bien venir de quelque part. On sait que l'énergie ne peut pas être créée à partir de rien. On va voir également que, effectivement, l'électricité met en jeu de l'énergie. Pour créer un courant électrique, il faut de l'énergie, de même que le courant électrique crée de l'énergie calorifique. Donc voilà, comment ça se passe pour créer de l'électricité, pour créer de l'énergie électrique? Comment est-ce qu'on fait? On prend tout simplement un fil de cuivre, comme celui que j'avais tout à l'heure. Je l'ai représenté en couleur orangée, ici, qui est plus conforme à la couleur du cuivre. Et les petits électrons, ici, sont représentés en bleu. Alors ces électrons-là, ils bougent dans tous les sens, ils subissent l'agitation thermique qu'on a vue tout à l'heure. Mais s'il n'y a pas de courant, ils restent plus ou moins sur place. Ils bougent comme ceci sur place. Alors maintenant, ce qu'on va faire ici, l'idée, c'est de créer un courant. Alors pour créer un courant, il faut forcément que ces électrons se déplacent, c'est ça le courant, et pour qu'ils se déplacent, il faut créer une force qui va provoquer donc la migration des électrons, qui va donc donner le courant. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On dispose tout simplement ce fil de cuivre dans le champ magnétique d'un aimant. Alors cet aimant ici génère un champ magnétique qui sort du plan de l'écran, ici que je représente en perspective par les lignes vertes pointillées, ici, donc ce sont des lignes qui viennent vers toi, là, qui est en train de me regarder. Donc ce champ magnétique qui vient vers toi, les électrons sont plongés dedans. Et on peut montrer que si on imprime une force ici sur ce fil électrique de manière à le faire bouger vers le bas, donc de nouveau force et déplacement, le fil électrique bouge ici. Alors je ne vais pas le représenter comme se déplaçant, sinon on ne verrait pas grand-chose, mais s'il bouge, s'il est en vitesse ici dans ce champ magnétique de l'aimant ici, on peut montrer que les électrons subissent une force ici vers la droite. C'est une force fondamentale de la nature qu'on appelle la force magnétique, en réalité. Électricité et magnétisme sont liés, ça tu le savais peut-être. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est une propriété de l'électron. Quand on bouge l'électron vers le bas
dans un champ magnétique qui sort ici du plan de l'écran, eh bien l'électron subit une force latéralement ici vers la droite. Et c'est ça qui va créer le courant. Ces électrons ici vont bouger. Alors ils ne vont bouger bien sûr que si on leur permet de bouger, c'est-à-dire si on ferme ici le fil de cuivre, si on le complète ici avec d'autres fils pour former un grand circuit. Et voilà donc ce qui se passe quand je complète le fil de cuivre et qu'il est fermé en circuit, eh bien les électrons vont parcourir ce circuit avec un courant. Et ce courant, eh bien, il est distribué partout pour notamment fournir donc de l'énergie électrique en général, mais qui, comme on l'a vu, peut par exemple être de l'énergie calorifique, hein, qui peut devenir de la chaleur. Voilà. Donc on voit à nouveau que l'énergie électrique ou que la création d'électricité demande des forces et des déplacements, et que donc ça demande de l'énergie. Une énergie ici qui va être fournie pour avoir cette force combinée à ce déplacement, ça veut dire qu'il faudra pousser ce fil de cuivre. C'est ce qu'on va faire dans les centrales électriques. Qu'est-ce qu'on fait? On a des grandes bobines de cuivre comme ceci, de fils de cuivre, pardon, donc, qui sont mises en mouvement, avec ce rotor ici, qui sont mises en mouvement dans des champs magnétiques. La pièce métallique qu'on voit ici, ce sont des champs magnétiques. C'est un aimant qui crée un champ magnétique important dans lequel les fils de cuivre tournent. Et donc, les électrons sont poussés dans un sens et donnent donc du courant électrique qui vient jusque chez toi à la maison. Alors, voilà. C'est ce qu'on fait dans les centrales électriques, comme je te disais. Ceci est une photo de centrale électrique. On peut également le faire dans les éoliennes. Dans les éoliennes, on met en mouvement des plus petits générateurs. À ce moment-là, ils sont plus petits, mais c'est le même principe. On fait tourner des fils de cuivre dans des champs magnétiques. Et on crée donc de l'électricité qui est récupérée ici, dans le mât de l'éolienne, jusque dans le réseau électrique. Voilà. On peut encore faire autrement, bien sûr. On peut faire de l'énergie. On peut utiliser l'énergie hydroélectrique. On peut créer l'énergie hydroélectrique ici à partir d'énergie hydraulique, c'est ça que je voulais dire. On a ici un barrage. De l'autre côté du barrage, on a un niveau d'eau ici qui crée une pression très importante plus bas ici sur le barrage lui-même. Et donc cette force de pression est exploitée ici pour mettre en mouvement des turbines. Et ça, c'est la sortie des turbines qu'on voit ici. L'eau s'écoule. On voit de nouveau ici l'idée de force et de déplacement qui est mis en œuvre, je dirais, cette idée est mise en œuvre ici, dans cette turbine, cette très grosse turbine ici, qui sert à faire tourner donc des alternateurs, des générateurs d'électricité. Voilà, donc de nouveau, force et déplacement, les forces sont exercées sur les aubes ici de cette turbine pour la mettre en mouvement, force et déplacement se retrouvent tout simplement partout. Force et déplacement, c'est de l'énergie. Ici, à plus petite échelle, l'électricité, forcément, elle est utilisée aussi. Ce courant électrique il est utilisé aussi à petite échelle dans les dispositifs électroniques, tels que l'ordinateur, par exemple, sur lequel tu es en train de me regarder. Voilà, l'ordinateur. Cet ordinateur fonctionne grâce à cette énergie électrique dont on vient de parler, bien sûr. Alors, voilà, un autre exemple d'électronique, c'est le téléphone. Le téléphone portable. Il contient des petits circuits électriques qui fonctionnent donc sur base de l'énergie électrique. Il y a des petits électrons qui sont ici dans des petits fils de cuivre, notamment dans l'antenne, qui sont ici en train de s'agiter parce qu'on met des sources de tension variables ici. Et les électrons ici subissent des forces et des déplacements donc dans l'antenne. L'antenne, c'est un petit fil de cuivre dans lequel on a des déplacements d'électrons, déplacements qui se font comme résultant de force électrique ici. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec ces électrons? On va obtenir ici une autre forme de nouveau d'énergie, c'est l'onde électromagnétique. Le déplacement d'aller-retour ici des électrons provoque la naissance d'une onde électrique. Et cette onde électrique, on va pouvoir la détecter avec une antenne. Une antenne qui permet tout simplement de détecter l'onde ici. On peut montrer que l'onde, en fait, ce n'est jamais que le transport à distance du champ électrique, de la force électrique. L'antenne qui est ici communique avec celle-ci au travers de la force électrique. En fait, l'onde électromagnétique permet tout simplement de transmettre cette force à distance. Et donc voilà, la force électrique qui est là, qui va agir sur les électrons du cuivre de l'antenne. Ces électrons vont donc se mettre à bouger en réponse à cette force électrique. De nouveau, force et déplacement. On a transmission ici d'énergie au travers de cette onde électromagnétique. De nouveau, donc, force et déplacement, c'est toujours la même chose. C'est vrai aussi pour la lumière. On pourrait se dire la lumière est dénuée d'énergie. Ce n'est pas vrai du tout. La lumière, c'est à peu près la même chose que ce que je viens de te raconter avec l'antenne de téléphone. C'est juste, à plus petite échelle, ce qui se passe ici,
C'est un filament d'ampoule électrique ici, dans lequel on a des vibrations extrêmement rapides des électrons qui composent ici le filament. Et ces mouvements très rapides sont dus à des forces, forcément, sinon il n'y aurait pas de mouvement. Et donc voilà, on a tout simplement transmission ici d'une onde électromagnétique. La lumière, ce sont des ondes électromagnétiques, exactement comme celles de ton téléphone portable. Et ces ondes électromagnétiques, elles peuvent être détectées par l'œil. L'œil est un détecteur, c'est exactement comme l'antenne ici. On a ici des petits récepteurs qui sont sensibles à la force électrique qui est portée ici par l'onde électromagnétique lumineuse. Et donc on va avoir ici de nouveau des forces et qui vont résulter en des déplacements. Et ce sont ces déplacements qui provoquent le signal qui est perçu par le cerveau et qui voit donc l'image observée. Voilà, tout ça pour te dire que énergie et déplacement se trouvent partout. Je vais prendre un dernier exemple pour te convaincre de ça, c'est l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, d'où est-ce qu'elle vient ? Eh bien, elle vient tout simplement des noyaux atomiques. Ceci est un noyau atomique, c'est un petit paquet de protons et de neutrons. Les protons, ce sont des charges positives qui, donc, puisque ce sont des charges positives, elles se repoussent très très fort, elles sont très proches l'une de l'autre, donc la répulsion est très très forte, c'est ce que je représente par ces grosses flèches-ci. Chaque proton a envie de s'éloigner des autres, et on a donc une force extrêmement importante, ici à une échelle microscopique, ces forces sont très importantes. Et dans les gros noyaux, tels que les noyaux d'uranium ou de plutonium, cette force est tellement grande que le noyau finit par, à un moment donné, par éclater. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La force est accompagnée d'un déplacement, exactement comme ce que je représente ici. Le noyau a disparu, il est en train d'éclater. La force résulte en un déplacement, c'est-à-dire en une libération d'énergie. On retrouve de nouveau ici la notion de force et de déplacement pour une énergie qui est extraordinairement forte. C'est l'énergie, bien malheureuse ici comme exemple, bien sûr, c'est l'énergie de la bombe atomique. Plus sérieusement ici, l'énergie atomique civile avec l'application aux centrales nucléaires. Avec cette énergie de libération donc, des protons et des neutrons là, du noyau, on peut faire de la chaleur qui fait tourner des turbines qui peuvent donc générer de l'électricité. Voilà, on voit donc que l'énergie trouve son origine dans les forces et les déplacements, exactement, la force et les déplacements qu'on sent dans les expériences de tous les jours quand on dépense de l'énergie. C'est toujours ça. Fondamentalement, c'est ça l'énergie. Ce sont des forces en déplacement. Voilà. Ceci termine cette introduction à l'énergie. J'espère que tu l'as bien compris. C'est important pour bien comprendre la suite. Je t'invite à d'ailleurs voir les séquences qui vont suivre sur les différentes formes que peut prendre donc l'énergie. On verra notamment le travail, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle. Voilà. À bientôt donc.